Bienvenue dans Makercast, épisode 77. Alors ça y est, je suis rentré chez moi, je suis en train de me balader au bois de Vincennes, il fait beau, c'est sympa. Et je pense que je vais davantage faire ça peut-être le week-end, faire des épisodes qui seront moins écrits, qui ne seront pas basés sur un plan, qui parleront peut-être moins aussi de création de contenu, pour faire des épisodes plus courts, plus simples, plus personnels et plus improvisés. Et là, je voulais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'étais à la campagne, je regardais les infos à la télé avec ma grand-mère. Alors c'est bien le seul moment de l'année où je regarde les infos à la télé. Parce que si tu me connais, tu sais que je les porte pas trop dans mon cœur. Et ça parlait d'Emmanuel Macron. Et alors évidemment, ça n'a pas coupé. Il y a ma grand-mère qui s'est insurgée, qui a dit « Ah, et lui il est trop jeune, comment tu peux gouverner quand à cet âge-là ?» etc., etc. Alors, on va pas lancer le débat politique dans ce podcast, c'est pas le but. On peut aimer Emmanuel Macron, on peut détester Emmanuel Macron, on peut apprécier sa politique, on peut ne pas apprécier sa politique, mais on peut pas dire qu'il est trop jeune pour gouverner, et c'est un truc qui moi m'agace. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand Macron est devenu ministre, il y a déjà des gens qui ont dit « Ouais, il est trop jeune pour être ministre ». Quand il s'est présenté, qu'il a commencé sa campagne, il y a des gens qui ont dit « Ouais, il est beaucoup trop jeune pour faire campagne et pour devenir président ». Quand il a commencé à monter dans les sondages, les gens se sont dit « Bon, bah, il va retomber parce qu'il est trop jeune, de toute façon, il peut pas gouverner ». Quand il a eu le premier débat, on a dit il va se faire marcher dessus, il est trop jeune. Quand il y a eu le deuxième débat, on a dit la même chose. Quand il y a eu les deuxièmes élections, le deuxième tour, on a dit ouais mais franchement il est trop jeune, tu vois. Et finalement, et même des gens, le pire c'est que c'est pas que des grands-parents, tu vois, je comprends que ma grand-mère dit ça, mais même des amis à moi ou des gens de mon âge m'ont dit ça. Et je pense que s'il y a bien une chose que cette campagne présidentielle a prouvé, c'est qu'il n'y avait pas d'âge pour faire de la politique et qu'aujourd'hui on pouvait faire de la politique en étant jeune. Et je pense que c'est un grand changement aujourd'hui et peut-être pour la première fois de l'histoire de l'humanité, peut-être pas mais peut-être, les jeunes devraient davantage apprendre aux vieux que l'inverse. Alors quand je dis vieux, je préfère préciser, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, c'est le mot le plus simple. Je pourrais dire ancien mais je trouve ça encore pire, je trouve que ça fait vieux meuble, tu vois. Donc on va dire vieux, et quand je dis jeune et vieux, on parle pas forcément d'âge, on peut parler de rapport à une discipline. Par exemple, quelqu'un qui fait du judo depuis 10 ans, bon bah même s'il a 30 ans, c'est un ancien judoka ou un vieux judoka. Quelqu'un qui fait du judo depuis 3 mois, même s'il a 40 ans, c'est un jeune judoka. Donc jeune ou vieux par rapport à une discipline, on parle pas forcément d'âge, même si l'âge évidemment peut compter. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'étais en train de dire que aujourd'hui, pour la première fois, les jeunes ont davantage de choses à apprendre aux vieux que l'inverse. Alors peut-être que tu es dans mon cas, tu es sûrement dans mon cas, peut-être que tes parents comprennent rien à l'informatique. Moi j'ai grandi un peu avec l'émergence des ordinateurs. J'ai découvert aussi assez vite quand j'étais ado les smartphones, les tablettes, tous ces trucs-là. Et donc, peut-être comme toi aussi, si tu as mon âge, ou même si tu es un peu plus vieux, j'ai une aisance naturelle avec ces outils-là. Et c'est quelque chose qui pour moi est évident et qui pour moi est génial, tu vois. Je trouve ça super que ça existe. Et quand je regarde mes parents, ils sont très intelligents dans plein de domaines, ils ont plein de compétences, tu vois. Mais quand ils utilisent un téléphone, aussi simple que peut être un iPhone ou un iPad, ou un smartphone Android, ils ont l'air complètement ahuris, tu vois. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est des enfants de 6 ans, tu vois. Et pourtant, évidemment, ça n'a rien à voir avec leur intelligence ou avec leurs compétences, c'est juste que c'est pas leur truc parce qu'ils n'ont pas grandi avec ça. Et qu'ils sont pas forcément formés à ça dès le début. Ils n'ont pas forcément vu l'intérêt pour ça. Et évidemment, si tu regardes, il y a plusieurs siècles, les professions ou les disciplines ne changeaient pas beaucoup d'une génération à l'autre. Par exemple, sur la discipline de forger le fer, d'une génération à l'autre, on peut pas dire que sa discipline a évolué énormément. Tu vois, il y avait sûrement des petites nouveautés, mais c'était quelque chose qui était appréhendable et ça faisait totalement sens pour une personne plus ancienne d'enseigner cette discipline à quelqu'un de plus jeune. Mais ce qu'on peut voir là depuis peut-être les 50 dernières années, c'est que ça a totalement changé, ça s'est totalement renversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une discipline peut apparaître, en 10 ans, et au bout de 10 ans, devenir un truc qui est extrêmement important, où la plupart des gens dans le monde travaillent dessus, et qui est à la base et qui est au centre de l'économie mondiale, ce qui a été le cas avec l'informatique ou avec Internet. C'est pas juste des effets de mode, tu vois, c'est des choses qui ont vraiment changé le monde, et qui sont apparues en une poignée d'années. Et donc je pense que ça justifie le fait que, aujourd'hui, peut-être pour la première fois, les jeunes ont beaucoup de choses à apprendre aussi aux vieux. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour nous en tant que créateurs de contenu ou pour nous en tant que personnes qui ont envie de développer une discipline ou n'importe laquelle. C'est que il faut
Il faut faire attention à pas devenir un vieux de sa discipline et à pas devenir un vieil arrogant qui a rien envie d'apprendre des jeunes parce qu'il considère que c'est comme dans les anciens temps, parce qu'il est vieux, c'est lui qui a l'expérience et il n'y a que lui qui a à apprendre quelque chose aux autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez dangereux. Et je vais te donner mon propre exemple. Moi par exemple dans mathématiques, je lis pas mal d'articles business, tu vois, je lis pas mal d'articles sur les startups aussi, je lis pas mal d'articles sur le marketing ou sur la création de contenu sur internet. Et je me souviens quand j'étais plus jeune et que je tombais sur ces articles-là, quand j'étais en phase de découverte de cette discipline, je trouvais ça fascinant, je trouvais ça génial. Je me disais mais c'est extraordinaire, c'est magnifique, tu vois. Et en fait, peu importe qui avait écrit l'article, si ça parlait de la thématique qui m'intéressait, je trouvais ça génial. Un peu comme aujourd'hui avec les crypto-monnaies, qui est un truc que je découvre, j'ai un peu l'enthousiasme du débutant, qui évidemment peut être dangereux aussi parce que tu peux faire un peu n'importe quoi par enthousiasme. Mais ce qui se passe toujours, c'est qu'au bout de quelques années dans cette discipline, ton enthousiasme de départ s'efface peu à peu, se porte uniquement sur quelques personnes ou sur quelque chose, et il est peu à peu remplacé par une sorte de... t'es un peu blasé de ta thématique et de tous les gens qui racontent un peu tout et n'importe quoi dessus. Et donc maintenant, quand je vois un article qui parle du business ou un article qui dit 10 techniques pour avoir plus de trafic sur votre blog ou je sais pas quoi, et qui passe sur Medium, je me dis pas waouh, ça a l'air génial. Je me dis putain encore un quoi. Je sais très bien ce qu'il va raconter, je sais très bien ce qu'il va dire. Je suis un peu blasé de la vie vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est une chose qui est plutôt positive parce que être blasé quelque part, c'est être plus exigeant aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours moi du contenu qui me fascine et qui m'enthousiasme énormément. Et à côté, il y a les 3/4 du contenu que je trouve un peu relou parce que c'est un peu toujours la même chose et qu'il n'y a pas beaucoup de style dedans, tu vois. Et finalement, ça me permet de filtrer un peu le très bon contenu du bon contenu ou du contenu moyen. Donc c'est une bonne chose. Mais il faut faire attention à ça parce qu'on peut avoir tendance à développer une sorte peut-être de mépris ou d'arrogance, tu vois, même si ce ne sera pas forcément... visible, ou tu le ressentiras pas forcément comme ça, mais pour les débutants ou pour les jeunes de ta thématique, parce que tu dis, lui il a pas connu ce que j'ai connu, il a pas fait ça. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les vieux blogueurs, tu vois, genre les routiers du blogging, tu vois, les mecs qui sont là depuis 100 ans. Et tu vois, qui méprisent un peu les jeunes blogueurs qui font des hacks de trafic ou tu vois, qui font des courses hacking, des trucs comme ça, parce qu'ils vont se dire ouais, moi j'ai tout connu, j'ai développé mon premier blog en HTML, j'ai tout connu, le référencement sur Google, moi je suis un vieux briscard de ça, je sais tout. Sauf qu'en fait tout a changé, c'est-à-dire que faire de l'argent avec un site web en 2004 et faire de l'argent avec un site web en 2017, ça a strictement rien à voir. C'est totalement différent. Et donc c'est souvent ces vieux un peu d'internet ont tendance à mépriser les jeunes d'internet parce qu'ils disent ils n'ont pas l'expérience que j'ai, donc ils sont pas forcément aussi bons. Mais tu te rends compte que souvent ceux qui réussissent le mieux et ceux qui ont les croissances les plus fulgurantes, c'est pas les mecs qui sont là depuis 20 ans, c'est les mecs qui débarquent et qui essayent quelque chose de radicalement nouveau, de radicalement différent. Et on le voit aussi dans les startups, tu vois. C'est-à-dire que les sociétés souvent les plus innovantes, c'est pas les vieilles boîtes qui sont là depuis 100 ans, c'est les petites startups qui débarquent et qui cassent le truc, tu vois, qui sont disruptives. Je sais pas, tu prends par exemple Snapchat, tu vois, Facebook est encore jeune, mais Facebook est un dinosaure à côté de Snapchat. Snapchat a débarqué. Ils se sont dit, on va faire un nouveau truc qui a rien à voir. Ils sont arrivés très vite au principe de story. Le story, donc tu vois, c'est les trucs où tu mets des photos, ça dure 24 heures. Ça a explosé. C'est pas Facebook qui a eu cette idée, et Facebook aurait probablement pas eu cette idée parce qu'ils étaient ancrés dans une sorte de routine, une sorte d'habitude où finalement, voilà, ils savent ce qui plaît aux gens, ils ont inventé une newsfeed, donc pour eux, tout est basé autour de ce fil d'actualité. Et donc, ils auraient probablement jamais pensé à ça. Et donc, ce qu'on voit, c'est que Snapchat les a explosés sur ce terrain-là. Mais ce que Facebook a fait, et je pense que c'est Facebook est chapeauté par Mark Zuckerberg, tu vois, qui est un mec qui est quand même assez intelligent et surtout qui a prouvé plusieurs fois qu'il a la capacité à se remettre en question et à justement apprendre des jeunes, entre guillemets. Et donc, ce que Facebook a décidé de faire, c'était d'abord de racheter Snapchat, donc faire les trucs avec bienveillance, tu vois. Donc on propose un gros paquet d'argent pour acheter Snapchat. Ils ont proposé plusieurs milliards. Snapchat a refusé. Exactement comme Facebook a acheté Instagram, je crois à l'époque peut-être pour 2 milliards. Et tout le monde s'était dit mais ils sont fous, ça va pas dépenser 2 milliards pour une petite boîte de 15 personnes, tu vois. Et en fait on voit qu'ils ont bien fait évidemment de faire ça. Pareil, ils ont dû proposer un truc peut-être genre 10 ou 20 milliards, je sais plus, pour Snapchat. Snapchat a refusé. Donc Facebook s'est dit ok, c'est des jeunes, mais c'est eux qui ont trouvé le futur. Donc on va leur piquer le truc, on va leur piquer les stories. Et ils ont mis les stories sur Instagram, sur Messenger, sur Facebook, sur toutes leurs plateformes en fait. Je sais pas s'ils l'ont mis sur WhatsApp, j'en sais rien, mais enfin ils l'ont mis presque partout.
Et il se trouve que maintenant Instagram est en train de largement dépasser Snapchat sur les stories et probablement que Snapchat va... c'est une hypothèse, mais c'est fort probable que Snapchat finisse par mourir à cause des stories Instagram. Et donc ils auraient peut-être dû accepter finalement l'offre à plusieurs milliards. Et ce qui s'est passé, c'est que là où plein de patrons d'entreprises qui est leader numéro 1 sur le marché, comme l'était Facebook, se serait dit Snapchat c'est qu'une mode, c'est pas très important, ils vont jamais nous dépasser. Mark Zuckerberg a compris que s'il laissait faire, Snapchat allait finir par les tuer. Donc ils se sont dit soit on les rachète, soit on les copie. Mais on va reprendre leur idée. On va apprendre des jeunes. Et je pense que finalement, ce que nous on peut tirer de ça, c'est que il faut avoir cette... il faut rester humble en fait vis-à-vis des jeunes, je pense. Il faut faire attention à jamais devenir un vieux con. En fait, c'est ça le message de ce podcast. Souvent, je découvre le message du podcast au moment où je suis en train de l'enregistrer. C'est assez rigolo. C'est pour les marchés parler en tout cas. C'est que on connaît tous des vieux cons. Hein. C'est les gens qui ils sont vieux, ils pensent tout savoir de la vie, ils veulent rien apprendre de nouveau et ils détestent tous les jeunes. Bon, c'est un peu la définition d'un vieux con. Dans les entreprises, il y a des vieux cons. Il y en a plein qui meurent, tu vois, des énormes boîtes qui étaient là depuis 50 ans, qui meurent parce que c'était des vieux cons, parce qu'ils n'ont jamais voulu apprendre des jeunes et admettre que les jeunes avaient des choses à leur apprendre. Et je pense que nous, que ce soit en tant que créateur de contenu, ou en tant que patron d'entreprise, ou en tant que n'importe quoi, tu vois, ou même en tant que personne qui apprend une discipline, on a ce risque, ce piège de devenir un vieux con un jour ou l'autre. C'est-à-dire d'avoir tellement d'expérience dans ce domaine-là qu'on pense tout savoir, qu'on pense que personne d'autre n'a plus rien à apprendre, et développer une sorte de mépris, ou une sorte il n'y a pas d'autre mot, en fait, de mépris pour les jeunes de nos disciplines, pour les gens qui débarquent, qui connaissent encore rien, mais qui peuvent avoir de bien meilleures idées. Et il y a un autre danger, c'est celui de, tu vois, le principe d'engagement, c'est-à-dire que quand on commence à s'engager à faire quelque chose, on a tendance à continuer à le faire, et plus on va s'engager, tu vois, il y a une sorte de loi de la nature qui dit que plus on est engagé longtemps, plus on a de chances de rester engagé encore longtemps. Si tu es en couple avec quelqu'un depuis 3 jours, les chances pour que tu restes 5 ans avec elle sont encore assez faibles. Si tu es en couple avec quelqu'un depuis 5 ans, les chances que tu restes encore 5 ans avec elle sont beaucoup beaucoup plus élevées. De la même façon, si tu as créé ta boîte et que ça marche bien, si tu fais ça depuis 10 ans, ou si tu es dans ta thématique ou dans ta discipline depuis 10 ans, il y a peu de chances que tu changes parce que tu vas avoir toutes tes habitudes avec ça. Finalement, au bout d'un moment, tu sais faire plus que ça. C'est-à-dire que si moi, je fais la même chose qu'aujourd'hui pendant 10 ans et que je change pas, au bout de 10 ans, je deviendrai un peu un handicapé qui sait faire que ça et qui sait rien faire d'autre, tu vois. D'où l'importance de te remettre en question régulièrement. Et si, par exemple, tu te rends compte au bout de 3 mois que ta thématique c'est pas la bonne et que tu as envie de changer, tu changes, c'est pas grave, tu auras perdu que 3 mois. Si tu te rends compte au bout de 10 ans que ta thématique elle est en train de devenir ringarde ou alors elle va plus marcher ou alors que toi tu as envie de parler d'autre chose, ça va être beaucoup plus difficile de changer parce que tu auras pris des habitudes avec ça et parce que tu vas peut-être développer aussi de nouvelles peurs qui est ça a toujours marché en faisant ça, si je fais autre chose, si ça se trouve ça va plus marcher. Une peur que n'aura pas un débutant parce qu'il n'a pas encore connu le succès dans son domaine. Donc ce que je veux dire, c'est que souvent une grosse entreprise, un mastodonte a peur aussi de changer parce que ça remet en cause toute la structure de la boîte, alors qu'une petite start-up de 10 personnes s'en fout complètement de changer tous les week-ends parce que ils ont rien à perdre. En fait, c'est le principe d'avoir rien à perdre. Et ce que disait, alors je sais pas si je t'en ai parlé, mais je suis tombé sur un bouquin au relais là en rentrant. En rentrant de la campagne, et il y avait une phrase en plein milieu de ce bouquin, j'ai ouvert au hasard. Alors déjà sur le bouquin il y avait marqué le livre le plus vendu au monde. Je me suis dit mais n'importe quoi, c'est la Bible le livre le plus vendu au monde. Ensuite j'ai regardé la liste des 10 livres les plus vendus au monde, il était même pas dedans. Donc le bouquin était déjà basé sur un mensonge, ça s'annonçait mal. Bref, j'ouvre le bouquin, je tombe sur une page et il y a une phrase qui m'interloque et qui m'a vraiment fait réfléchir en fait. Il disait la créativité est le contraire de l'expérience, ou plutôt l'expérience est le contraire de la créativité. Et c'est vrai que c'est pas con, c'est que plus on a d'expérience, plus c'est difficile souvent d'être créatif, plus c'est difficile de penser out of the box comme on dit, tu vois, en dehors de la boîte, de penser vraiment différent. Et plus ça fait peur aussi de changer, plus on a peur du changement. Et c'est pour ça que souvent, plus on vieillit, plus on s'accroche à ce qu'on a parce qu'on a davantage peur du changement. Et donc moi je pense que la bonne stratégie, personnellement, c'est mon avis personnel, on peut ne pas être d'accord, mais je pense que la bonne stratégie, c'est la stratégie Facebook. C'est même si on est énorme, même si on est numéro 1, ne jamais rien prendre pour acquis, ne jamais se dire que ce sera toujours pareil. On voit aujourd'hui comme une entreprise peut apparaître et disparaître en quelques années, en quelques fractions de secondes à l'échelle de l'histoire de l'entreprise. Et voilà, et en fait, si tu fais la stratégie de Facebook, que tu te remets toujours en question, que tu prends rien pour acquis, que tu regardes ce que font les jeunes, que tu écoutes ce que font les jeunes, que tu restes toujours humble à côté des jeunes et que tu acceptes
de te rabaisser, parce que c'est pas facile de le faire, et d'apprendre des jeunes, ça pourrait se matérialiser comment en tant que créateur de contenu? Ça peut être en train de regarder des petites vidéos de petits jeunes qui connaissent rien à la vie, qui parlent de ton compte, qui parlent de ta thématique. On n'a jamais envie de le faire, mais il faut le faire, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément toujours raison et qu'il peut y avoir des bonnes idées qui viennent des jeunes. Voilà, c'était le mot du jour. J'espère que ça t'a aidé. Si ça te plaît, n'hésite pas à partager ce podcast, n'hésite pas à laisser une petite review aussi sur Amazon, n'importe quoi. Le mec est fatigué sur iTunes. Donc ça pourrait être sympa. C'est toujours sympa, il y en a déjà 120 je crois. Ce serait cool d'atteindre les 200 un jour. Donc voilà, bisous.